Bien, écoutez, bonjour à tous. Je voudrais déjà présenter mes excuses pour n'avoir pas été là ce matin. Je suis persuadée que c'était extrêmement intéressant. En plus, vous avez eu, paraît-il, un intervenant de moins, ce qui vous a permis de discuter plus longuement, parce qu'on est toujours un peu pressé dans ce genre de colloque. Donc ça va être le cas cet après-midi, puisque nous sommes 4. Voilà. Nora Chény m'a fait d'abord l'amitié, et puis ensuite l'honneur de présider cette séance cet après-midi. Ma connaissance de la Turquie, du monde turc, est liée à une longue histoire d'Hérodote qui s'éteint, puisque vous savez que c'est la revue que je dirige qui s'est intéressée à la Turquie depuis longtemps et qui a eu parmi ses membres du comité de rédaction Stéphane Hierassimos. Et puis ensuite ce fut Nora qui m'a un peu initiée aux situations géopolitiques de la Turquie. Et elle participe très régulièrement, bien sûr, au numéro d'Hérodote. Et dans l'un des derniers, sur le chaos libyen, il a fait un article extrêmement intéressant sur justement les relations entre Turquie et Libye. Et compte tenu des thèmes que nous allons aborder cet après-midi, j'ai quelques notions, tout au moins, des enjeux internationaux que peut représenter aujourd'hui cet eurasisme pour la Turquie. Voilà, nous avons donc 4 intervenants cet après-midi. Si je rallume mon téléphone, je vais même pouvoir vous dire le thème de leurs interventions. Donc il y a Hakan Güneş sur les courants eurasistes dans l'Asie centrale, qui commence, je pense, qui ouvre la séance. C'était pas le bon. Alors si on me met des bâtons dans les roues, là je ne suis moi je t'envoie, ah oui mais ça va pas, j'ai même pas de... Bon, alors est-ce que Nicolas Manceau là. Bon, on commence par Nicolas Manceau. Très bien, les relations de la Turquie et la Russie, oui, tout à fait, très bien. Alors on lui donne la parole en premier, Nicolas Manceau, qui est directeur adjoint du Centre Montesquieu de recherche politique, et vous êtes maître de conférence à Bordeaux. C'est ça. Voilà. Ensuite, alors, c'est... Ensuite, ce sera Alexandre Tumarkin. Ensuite, Hakan Güneş. Alors, Alexandre Tumarkin, d'accord. Professeur à l'INALCO, spécialiste de la fin de l'Empire. C'est ça. Hakan Güneş, Université d'Istanbul, spécialiste de... Russe et Asie centrale. Russie et Asie centrale, très bien. Et Jean-Pierre Molny, il y a ou pas? Bon, on aura peut-être peut-être de la place. Exactement, comme vous l'avez eu ce matin. Voilà. Bien. Et puis Sinan Birdal, oui. Sex in Eurasia. Eurasia. D'accord. Ouais, ça va être l'apothéose. L'apothéose. Voilà. D'accord. Donc, Challenges to Liberalism. La prochaine fois, il vaut mieux envoyer le dernier déroulé, c'est tout aussi bien. Voilà, et la discutante de cet après-midi est Marie Gégaud, qui est à ma droite. Voilà. Eh bien, je passe la parole tout de suite, évidemment. Est-ce que l'auditoire, au fond, est-ce que vous entendez bien? Un peu plus fort. On peut utiliser le micro. Parler plus fort. Vous voulez le micro, Nicolas? Si tu veux. Bon, ça ira, la voix porte. Vous pouvez parler plus fort. On s'entraîne dans les amphithéâtres. Voilà. Voilà. Bien. Alors, la parole à Nicolas Manceau. Je vous remercie, merci à vous. Je voudrais remercier Nora Chény et Jeanne Taïla pour leur invitation. Je suis très heureux de participer aux activités de l'Observatoire sur la Turquie, de l'IFG. Et donc, je vais aborder la question des relations entre la Turquie et la Russie. Alors, avec une approche assez générale, vous présentez un panorama de ces relations, puisque la question du courant eurasiste a été abordée ce matin. Et je vais mettre l'accent sur certains points plus que d'autres, puisqu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été dites déjà ce matin au sujet des relations entre ces deux pays. Alors, c'est un sujet évidemment qui est d'actualité, qui occupe le cœur de l'actualité internationale depuis plusieurs années. Et si on devait caractériser ces relations entre ces deux pays, le terme qui a été employé l'expression qui a été employée par Kemal Kılıçdaroğlu et Pavel Baev dans une note publiée en 2017 me paraît tout à fait symboliser, résumer la nature des relations bilatérales. Ils ont employé l'expression de partenariat ambigu. Et l'idée de l'ambiguïté, de l'ambivalence dans les relations entre ces deux pays, le constat de cette ambivalence, pour être plus précis, me paraît tout à fait refléter la nature et l'évolution des relations bilatérales. Alors, ce partenariat, pourquoi est-il ambigu?
Bon, déjà, on peut rappeler que il y a, on peut observer un rapprochement assez spectaculaire entre les deux pays, dans de très nombreux domaines depuis plusieurs années, même quelques décennies, donc, qui conduit à évoquer un partenariat multidimensionnel avec une convergence de positions et d'intérêts sur tout un ensemble d'enjeux. Mais dans le même temps, on observe aussi des divergences de positions, de politique, des oppositions, des tensions et même parfois des crises ouvertes entre les deux partenaires qui ont culminé notamment lors de la crise diplomatique qui a éclaté en 2015-2016 suite au crash d'un bombardier russe par l'armée turque. Ce rapprochement, pour contextualiser en deux mots et rappeler un certain nombre de points qui sont bien connus, ce rapprochement entre les deux pays peut a priori apparaître surprenant à la lumière de l'histoire, dans la mesure où, dans le passé, ces deux pays et les empires, dont ils sont les héritiers, ont connu de multiples conflits. On a dénombré plus de 15 conflits entre l'empire russe tsariste et l'empire ottoman. Et surtout, depuis 1945, dans le contexte de la période de la guerre froide, la Russie soviétique et la Turquie, devenue indépendante, se sont opposées, n'appartenant pas au même bloc. Pour autant, ce rapprochement a pu être facilité depuis une vingtaine d'années, pourrait-on dire, par l'évolution du contexte international et bien entendu le facteur le plus important qui a contribué à changer la nature des relations bilatérales, c'est la fin de la guerre froide. C'est dans le contexte post-bipolaire que les relations entre les deux pays vont évoluer. On peut citer on peut rappeler que la fin de la guerre froide a entraîné aussi un changement des perceptions réciproques, notamment des perceptions de la menace représentée par l'autre pays. La disparition de la menace soviétique pour la Turquie à partir de 1991 a sans doute joué un rôle dans le développement des relations bilatérales. De la même façon, ce que Aidan a évoqué ce matin, l'échec des politiques pan-turquistes en Asie centrale, dans le Caucase, après 1991, a pu aussi rassurer en quelque sorte la Russie quant à la probabilité d'une influence turque croissante, voire d'une menace de la Turquie dans ces régions. Et on peut aussi citer une décision prise par la Turquie, par le Parlement turc pour être plus précis, qui a sans doute aussi contribué à changer la perception de la Turquie auprès des dirigeants russes. En l'occurrence, en 2003, la décision par le Parlement turc de ne pas autoriser l'armée américaine à pénétrer sur le territoire turc pour envahir l'Irak par le nord, qui a été perçue en Russie comme une marque d'émancipation de la Turquie à l'égard de l'allié américain, par une forme d'indépendance dans sa politique étrangère, et qui a pu contribuer aussi à instaurer un climat de confiance entre les deux pays. Ce que je pourrais dire aussi, c'est que ce qui a pu rapprocher la Turquie et la Russie depuis une vingtaine d'années dans ce contexte post-guerre froide, c'est aussi le rapport avec l'Europe, plus largement avec les pays occidentaux, aux États-Unis bien entendu, mais le rapport avec l'Europe et les hauts et les bas de ces relations de la Russie et de la Turquie avec l'Europe ont également joué dans l'évolution des relations. Certains auteurs ont évoqué un axe des exclus au sujet de ces deux pays pour illustrer le sentiment de marginalisation des Russes et des Turcs à l'égard de l'Europe, pour des raisons différentes d'ailleurs. Pour la Russie, c'est surtout les conséquences de la réunification de l'Europe, et notamment la question de l'élargissement de l'OTAN, qui a suscité des inquiétudes et des craintes, tandis que du côté de la Turquie, c'est les aléas dans le processus de négociation d'adhésion à l'Union européenne et les obstacles rencontrés par la Turquie dans ce processus qui ont également éloigné ou créé des tensions avec les alliés européens. Donc il y a une sorte d'inquiétude partagée ou commune, et donc une convergence entre ces deux pays. On pourrait même parler d'une posture défensive partagée par la Russie et la Turquie face à la formation d'une nouvelle Europe à partir des années 1990, une nouvelle Europe dont ils seraient exclus
et aussi une appréhension commune à l'égard de la politique étrangère des États-Unis, alors aussi bien en Europe qu'au Moyen-Orient. Et par conséquent, l'un des facteurs jugés le plus influent dans le rapprochement entre la Russie et la Turquie, c'est encore une fois la nature de leurs relations respectives avec l'Occident et plus précisément avec l'Europe. Il y a d'autres facteurs évidemment qui ont contribué, notamment, ça a été évoqué ce matin, les enjeux économiques, énergétiques, commerciaux, la dépendance énergétique de la Turquie qui, de mon point de vue, est sans doute l'un des facteurs les plus importants qui permet de comprendre le rapprochement de la Turquie vers la Russie. D'autres facteurs donc, qui permettent aussi de comprendre ces évolutions qu'on observe depuis une vingtaine d'années, ce contexte nouveau observé donc, depuis le début des années 90. À partir de là, il y a aussi une réflexion qui est souvent évoquée au sujet des relations turco-russes. Et cette question, cette réflexion, elle porte bien entendu sur le caractère conjoncturel ou plus durable de ce partenariat entre les deux pays. Est-ce que, malgré les moments de tension, de crise ou d'incompréhension entre la Russie et la Turquie, est-ce que ce partenariat, ce rapprochement et les multiples développements observés depuis une vingtaine d'années peuvent se pérenniser en quelque sorte? En d'autres termes, il convient de s'interroger sur la portée de ce partenariat, mais aussi sur les limites du partenariat turco-russe dans ce contexte nouveau, donc depuis les années 90, et plus largement s'interroger sur les conditions d'une alliance durable entre ces deux pays et aux conséquences de cette alliance au niveau régional et international. Alors, je ne vais pas développer tous ces points évidemment aujourd'hui. Je vais, en ce qui me concerne, dans ce panorama un peu général que je vais vous présenter, revenir d'abord rapidement sur, en quelque sorte, les dimensions de ce partenariat turco-russe, les différents types de coopération. Alors, beaucoup d'éléments, je le dis, ont été évoqués ce matin, donc je me contenterai de les évoquer, peut-être d'en développer certains plus longuement. Et puis ensuite, puisqu'on parle d'un partenariat ambigu, d'évoquer aussi quelques aspects qui témoignent des convergences et des divergences entre la Russie et la Turquie en fonction des enjeux, bien entendu. Et on s'aperçoit que même si, du point de vue occidental, alors peut-être Dorothée nous dira si en France, les officiels ont le sentiment qu'il y a un rapprochement bien réel et toujours pertinent entre les deux pays, mais on peut aussi lister en quelque sorte les divergences et même les oppositions. Pour ma part, j'en ai listé 7, que je évoquerai certaines bien entendu, qui montrent aussi qu'au-delà du partenariat, il y a quand même des oppositions très vives qui interrogent donc la force de ce lien, la permanence de ce partenariat ou de ce rapprochement entre les deux pays. Alors pour revenir sur les différentes dimensions du partenariat turco-russe, c'est une coopération multidimensionnelle, je le disais, alors, qui s'est déployée beaucoup dans le domaine économique, commercial, énergétique, on l'a dit. Effectivement, la Russie est devenue l'un des partenaires commerciaux privilégiés de la Turquie, après l'Union européenne dans son ensemble. Alors, je ne vais pas donner les indicateurs ici, mais effectivement, depuis les années 2000 et l'arrivée au pouvoir de l'AKP en Turquie, qui a donné une impulsion d'ailleurs très importante à ces relations, le Premier ministre Erdogan, dans les années 2000, avait déclaré notamment que le rétablissement des relations avec la Russie était une priorité de la politique étrangère turque. Alors ça ne remettait pas en question l'enjeu prioritaire qui était l'adhésion à l'Union européenne, mais l'amélioration des relations avec la Russie était désormais considérée par les autorités turques comme un enjeu prioritaire dans la conduite de la politique étrangère. Ce qui a été mis en œuvre à travers de très nombreux accords économiques, commerciaux. On a évoqué ce matin notamment les projets de coopération énergétique dans la région de la mer Noire, avec de très nombreux accords de construction de pipelines. Blue Stream a été le premier d'entre eux. Et de ce fait, donc, les échanges commerciaux se sont développés de façon exponentielle entre les deux pays. Alors, il faut souligner ici, j'apporte un élément supplémentaire par rapport à ce qui a été dit ce matin, que ces échanges commerciaux, ces relations commerciales se caractérisent aussi par un déséquilibre assez important en faveur de la Russie, puisque on estime environ 80% du volume commercial entre les deux pays qui serait en fait
pour l'essentiel des importations de Turcs en provenance de la Russie. Par conséquent, la dépendance énergétique dont il était question ce matin s'accompagne aussi plus largement d'une dépendance sur le plan économique et commercial de la Turquie à l'égard de la Russie. En tout cas, dans ces échanges commerciaux, pour l'essentiel, sont caractérisés par des importations en provenance de Russie vers la Turquie. Ce qui montre, en d'autres termes, un caractère asymétrique de l'interdépendance économique entre les deux pays. Et cette asymétrie de l'interdépendance économique a été mise en lumière très, très clairement lors de la crise diplomatique qui a éclaté en 2015-2016 et des sanctions économiques qui ont été imposées par la Russie à la Turquie. Ces sanctions économiques de la Russie ont montré très clairement la vulnérabilité de la Turquie et donc ont témoigné de ce déséquilibre dans les relations économiques et commerciales. Ensuite, alors effectivement, je le rappelle, ça a été dit ce matin, que sur le plan énergétique, la coopération énergétique s'est aussi beaucoup développée à travers notamment des différentes constructions, projets de coopération en matière de réseaux d'hydrocarbures, de transport d'hydrocarbures, et ce qui apparaît ici est surtout la dépendance énergétique de la Turquie à l'égard de la Russie, et donc l'enjeu est fondamental pour la Turquie, et par conséquence la diversification des ressources énergétiques, ce qui a été dit ce matin par Céline Bayou, c'est l'un des enjeux majeurs auxquels a été confrontée la Turquie et auxquels elle est toujours confrontée d'ailleurs, et aussi on pourrait souligner à nouveau l'importance de la coopération énergétique entre les deux pays dans le domaine nucléaire, donc avec la construction de la première centrale nucléaire par la Russie, donc à Kuyu, dans le sud de la Turquie, qui devrait, sauf erreur, entrer en service très prochainement. Alors il y a un autre aspect de la coopération bilatérale dont il a été question et qui suscite l'intérêt et plus précisément des préoccupations des partenaires traditionnels de la Turquie. Cette coopération, c'est celle qui s'effectue dans le domaine militaire, dans le domaine de la défense. On peut rappeler que cette coopération, elle s'est développée à l'origine dans deux domaines, deux plans principaux. D'abord, il y a eu des groupes de travail qui ont été mis en place sur les questions militaires et de défense entre les deux pays, ainsi qu'une commission intergouvernementale à partir de 2004. Alors 2004 est une étape importante dans le développement des relations bilatérales, une déclaration d'amitié et de partenariat multidimensionnel qui avait été proclamée à l'époque, enfin lancée à l'époque, s'ensuit par de nombreux accords et donc la mise en place de cette commission intergouvernementale pour développer la coopération militaire entre les deux pays. Et il y a un autre domaine aussi où la coopération militaire a joué un rôle très important et continue à le faire, bien entendu, c'est tout ce qui concerne les marchés, le marché d'armement. Et là, on peut rappeler que notamment à travers un accord de coopération militaire de la Turquie avec la Russie en 1994, la Turquie est le premier pays membre de l'OTAN à avoir établi des contacts étroits avec la Russie dans le domaine de la coopération militaire et technique. Et de fait, dans les années 90, la Russie va vendre du matériel militaire, va vendre des armements à la Turquie. Alors, il s'agissait d'équipements militaires donc vendus par la Russie que les pays européens à l'époque refusaient de livrer à la Turquie, notamment parce que, d'après ce qu'on peut lire sur le sujet, la Turquie a utilisé ce matériel militaire dans la lutte contre le PKK. Par la suite, les négociations sur des ventes d'armes ont continué entre les deux pays, notamment en 2008, dans le contexte de la guerre russo-géorgienne. Et dans les dernières années, les autorités turques, le président Erdogan, plus précisément, a plusieurs reprises déclaré son intention de développer une coopération dans le domaine de l'industrie de défense avec la Turquie. Encore très récemment, en septembre 2021, lors de sa rencontre avec le président russe à Sochi, le président Erdogan a déclaré à nouveau vouloir développer la coopération militaire, suscitant des réactions des États-Unis immédiates à ce propos. Bien entendu, alors là je ne développerai pas parce que ce sujet est largement connu, on pourra éventuellement y revenir dans la discussion. Surtout qu'il vous reste 5 minutes. Très bien. La principale source d'inquiétude en ce qui concerne la coopération militaire de la Turquie avec la Russie a porté sur l'achat de ces systèmes de missiles de défense antiaérienne S-400,
dans le cadre d'un contrat signé en 2017, les premiers composants ont été livrés en 2019, suscitant à chaque fois des réactions des États-Unis, plus largement de l'OTAN. Un essai aussi a été effectué. Et donc, bien entendu, c'est ici la principale source d'inquiétude. Si la coopération militaire entre les deux pays venait à se poursuivre et à s'approfondir, comme cela d'ailleurs a été évoqué ce matin. Alors, en ce qui concerne maintenant, le second point, donc dans quelques minutes, sur cette ambivalence des relations, j'indiquais que la Turquie et la Russie apparaissent à la fois comme des partenaires mais aussi comme des rivaux, voire des adversaires sur tout un ensemble d'enjeux. Donc, en d'autres termes, on observe une convergence, une divergence d'intérêts entre ces deux pays. Alors, les convergences d'intérêts, je l'ai évoqué jusqu'à présent, se déploient pour l'essentiel dans le domaine économique, commercial et énergétique, dans le domaine politique aussi. Il faut rappeler que de très nombreuses visites officielles bilatérales ont marqué les 20 dernières années, les dirigeants turcs et russes. Mais on peut dire aussi que la Russie et la Turquie ont adopté des positions communes sur de nombreux enjeux de politique régionale ou internationale, parfois en opposition avec la politique étrangère des États-Unis. Sur le conflit israélo-palestinien, par exemple, les deux pays ont partagé des appréciations communes, ou encore on peut observer une convergence également des deux pays sur la scène internationale à travers des soutiens mutuels que la Turquie et la Russie se sont apportés. En clair, la Russie a soutenu l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, tandis que inversement, la Turquie a soutenu, par exemple, l'adhésion de la Russie à l'OMC en 2012. Donc il y a des soutiens mutuels qu'on peut observer ici. De la même façon, le président Erdogan a à plusieurs reprises déclaré sa volonté que la Turquie rejoigne l'organisation de coopération de Shanghai, dont la Russie est membre fondateur, et en 2016 évoqué d'ailleurs cette perspective comme une alternative à l'adhésion à l'Union européenne. Donc il y a des proximités de cette nature qui apparaissent. Alors, puisque le temps est quasiment passé, en ce qui concerne les divergences maintenant, j'ai indiqué que j'en avais listé 7, donc je vais les mentionner. Certains ont été évoqués. La question de l'élargissement de l'OTAN est l'un des facteurs de distension entre les deux pays, dans la mesure où la Turquie déclare soutenir l'adhésion d'un certain nombre de pays anciennement République socialiste soviétique, et en particulier l'adhésion de la Géorgie et de l'Ukraine. Le président Erdogan l'a encore rappelé récemment au sujet de l'Ukraine, ce qui est là un facteur d'opposition assez très, très net avec la Russie. De même, je le mentionne sans le développer, la lutte contre le terrorisme a longtemps opposé les deux pays. Alors, dans le cadre de leur situation sécuritaire respective, la question kurde en Turquie, le problème tchétchène en Russie, a longtemps opposé ces deux pays qui s'accusaient respectivement de soutien des organisations terroristes. Et puis il y a eu une évolution des positions à partir de la fin des années 90, donc avant l'arrivée d'AKP d'ailleurs au pouvoir, vers davantage de coopération et surtout la volonté de moins s'ingérer dans les affaires intérieures de l'autre pays. Il y a un autre sujet sur lequel les deux pays ne partagent pas les mêmes positions au point de vue officiel, c'est la question arménienne, telle qu'on l'appelle en Turquie, la question du génocide des Arméniens, telle qu'on l'appelle en France, dans la mesure où la Russie et le président Poutine reconnaissent l'existence de ce génocide, et le président Poutine en 2015 par exemple a participé aux cérémonies de commémoration du 100e anniversaire du génocide des Arméniens à Erevan, suscitant des réactions assez vive du président turc. La question de la coopération énergétique aussi a pu mettre en concurrence les deux pays, notamment au sujet du projet Nabucco, dont il a été évoqué ce matin. La Turquie a participé à des projets de coopération énergétique qui indirectement mettaient en concurrence la Russie et l'Union européenne. On a évoqué ce matin la question chypriote, c'est aussi un facteur d'opposition entre les deux pays, en raison des liens étroits entre la Russie et la République de Chypre. Il y a une proximité entre ces deux pays sur de multiples points, et on peut rappeler en matière de vente d'armes qu'à la fin des années 90,
la Russie avait le projet de vendre des systèmes de missiles à la République de Chypre. C'était en 97-98, ce qui a suscité à l'époque une crise temporaire avec la Turquie. Les S-300, c'est ça? C'est les S-300, c'est ça, oui. Les S-300. Voilà, ouais. Donc les questions de vente de missiles par la Russie posent problème, mais pas toujours pour les mêmes interlocuteurs, disons. Les positions divergentes dans l'espace post-soviétique, notamment dans le Caucase, à travers la question du Haut-Karabakh, et je terminerai sur des points, conflit en Syrie, en Libye, bien entendu, et je terminerai sur des points aussi qu'on n'a pas évoqués. En ce qui concerne par exemple des conflits qui ont éclaté en Europe, en ex-Yougoslavie, les deux pays n'ont pas soutenu les mêmes belligérants, en Bosnie et au Kosovo, ou encore sur la question du nucléaire iranien, les deux pays n'ont pas voté dans le même sens lors des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU en 2010. En l'occurrence, la Russie a voté pour, c'est une résolution qui aggravait les sanctions, tandis que la Turquie a été le seul membre du Conseil de sécurité de l'ONU, avec le Brésil a voté contre la résolution et a proposé un projet alternatif. Donc voilà pour les points de divergence, et pour soulever peut-être la discussion par la suite, quand on s'interroge, réflexion sur le caractère durable, conjoncturel de ce partenariat, de ce rapprochement entre les deux pays, la question de l'Ukraine qui a été évoquée ce matin me paraît assez révélatrice, en quelque sorte des limites aussi de ce partenariat, puisque la Turquie a engagé une coopération militaire avec l'Ukraine, mais la Turquie soutient l'adhésion à l'OTAN de l'Ukraine et rappelle la nécessité de l'intégrité politique de l'Ukraine. Donc, s'inscrit en porte-à-faux directement avec la Russie. Donc là, il y a peut-être une ligne rouge à ne pas franchir pour la Turquie dans ses relations avec la Russie. Mais je dirais pour ma part que la question de savoir si la Turquie pourrait se détacher de ses partenariats traditionnels, notamment de l'OTAN, pour rejoindre la Russie, soulève de nombreuses incertitudes, dans la mesure où jusqu'à aujourd'hui, la Turquie n'a pas remis en cause fondamentalement son orientation pro-occidentale, même s'il y a des tensions avec l'OTAN, et de même, une alternative claire n'a pas été proposée à la Turquie par la Russie en alternative à son appartenance à l'OTAN, par exemple. Bien, écoutez, on va s'arrêter là pour essayer de tenir le temps de parole de chacun. Voilà, je vais passer la parole à Marie Gégaud comme discutante, puisque vous l'avez presque lancé avec vos interrogations à la fin de votre intervention. Oui, merci Nicolas, c'était très complet et intéressant, surtout moi je verrais ce que je trouve intéressant dans toute cette affaire, ce partenariat ambigu russo-turc, c'est ce que vous avez dit, c'est-à-dire une sorte de, comme un bras de fer, vous avez dit partenariat ambigu, une sorte de comme bras de fer coopératif, enfin, on n'arrive pas à comprendre très bien quand est-ce qu'ils sont ensemble et quand est-ce que, parce que en fait, par exemple en Syrie, on voit bien que sur le fond, ils ne sont pas du tout dans le même bateau, mais à la fois, ils arrivent quand même à maintenir, c'est ça qui est intéressant et qui faisait dire récemment à Peskov, le porte-parole du Kremlin, qui disait, vous voyez, on est en train de fabriquer là, avec la Turquie, une relation diplomatique exceptionnelle qui va servir de modèle à l'ensemble de l'humanité pour l'avenir, enfin bon, à toute proportion gardée, et le Peskov est un peu, voilà. Mais c'est intéressant en effet comment ils sont totalement sur des positions opposées, et puis quand même, ils signent cet accord d'Astana, l'Iran est aussi opposé, sur une ligne opposée, et finalement, bon, tout ça fonctionne relativement bien, si on ne tient pas compte du fait que en février 2020, il y a quand même eu un bombardement de la Russie sur les troupes turques, où il y a quand même, je ne sais plus, une quarantaine de soldats qui ont été tués, un bombardement, dont alors ensuite les Russes, voilà, parce qu'évidemment il y a aussi des avions syriens qui bombardent, donc on peut penser que c'est peut-être des Syriens. Mais il se trouve que le type de bombe qui a été employée ce jour-là est une bombe
très chère, une bombe à infrarouge, à pénétration, parce que les soldats étaient cachés dans une sorte parce que le bombardement avait déjà commencé quand ils arrivaient, ils se sont mis dans cette maison, dans une sorte de sous-sol, semble-t-il, et que cette bombe a percé à tout, voilà. Et donc, ce genre de bombe n'est pas donné à l'armée syrienne. Donc, c'était probablement un bombardement vraiment russe. Et alors donc, voilà, les limites de c'est ce que vous avez dit aussi à la fin, les limites de ce partenariat, de ce bras de fer coopératif, quand est-ce que ça pourrait dégénérer? Parce qu'après tout, on voit aussi que de part et d'autre, ce sont des relations très déclaratives, hein, très émotionnelles. Bien sûr, il y a le bloc énergétique et tout ça, mais quant à parler de relations commerciales, il n'y a pas à proprement parler des échanges de biens. Oui, la Turquie vend beaucoup de fruits et légumes à la Russie. D'ailleurs, à un moment, quand ça n'allait pas très fort, voilà, les tomates, la Russie a... Il faut en vendre beaucoup quand même, pour équilibrer les missions. Oui, c'est vrai. Il faut vendre beaucoup. Et puis alors, pour revenir, alors on voit aussi les limites de ce partenariat avec l'affaire des S-400. Vous avez mentionné les S-300, c'était très intéressant de revenir, parce qu'il y a peu de gens qui savent que Chypre donc, a acheté des S-300 à la Russie, et pour finir, elle a été obligée de les laisser dans leur boîte, parce que sinon, évidemment, ça allait créer une crise. Et qu'est-ce qui va se passer avec les S-400? Qu'est-ce qui se passe déjà avec les S-400 aujourd'hui? C'est que probablement, ils vont être laissés dans leur boîte aussi, parce que sinon, où va-t-on les déployer? C'est ça aussi. Pourquoi la Turquie achète des S-400? Quelle est la finalité de ce truc-là? Où est-ce qu'on va les déployer? Donc tout ça, voilà, ça nous donne matière à réfléchir, quoi. Est-ce que ce partenariat, c'est un partenariat de circonstances, comme vous l'avez dit, ou est-ce qu'il a des chances de durer? Parce que tout est assez, finalement, fragile, comme vous l'avez remarqué. On peut poser quand même la... Vous répondez directement, vous attendez les questions des participants? Oui, je peux dire quelques mots pour... abonder. Oui. Effectivement, le caractère conjoncturel et tactique aussi, sélectif en fonction des enjeux, me paraît assez pertinent pour caractériser ces relations. Et par rapport à ce qui était évoqué ce matin, l'intervention de Ali Jeanne sur le racisme, en tant que courant, aussi un courant idéologique, il me semble que la part de l'idéologie est peu prégnante. Est-ce que ce ne serait pas, au fond, des relations internationales bilatérales avec un certain pragmatisme, oui, comme on le voit pas seulement entre la Turquie et la Russie, mais comme on commence à le voir dans des tas de situations où on est au coup par coup? C'est-à-dire toute cette théorie des modèles des relations internationales qui ont été enseignés pendant des années, aujourd'hui, ne fonctionnent pas. Et on est dans des lectures, alors on va dire c'est de la réelle politique, ou on va dire c'est du pragmatisme, ou on va dire c'est simplement une analyse de rapport de force, qui évidemment est à géométrie variable selon les territoires sur lesquels s'exerce le rapport de force. Alors ça peut être parfois en affrontement direct, c'est le cas de la Libye, où on est dans deux camps opposés dans le cadre de la Turquie et de la Russie, mais ça n'empêche pas de pouvoir faire des alliances dans d'autres conjonctures, sur d'autres théâtres de rivalité de pouvoir, enfin, bon, au sens où on l'entend en géopolitique. Et donc voilà, on ne va pas avoir forcément des lignes qui vont être comme suivies avec des partenariats toujours clairs et très solides, mais on va naviguer en fonction des intérêts qui sont, à mon sens, tant des intérêts de situation interne que des intérêts de situation externe. C'est-à-dire que la politique d'Erdogan, elle est aussi fonction de la situation politique dans laquelle il se trouve à l'intérieur de la Turquie. Donc il doit tenir compte d'opposants, il doit tenir compte d'alliés qui peuvent se trouver fragiles pour maintenir sa majorité, et avec tout ça, ben, ça nous donne effectivement des politiques extérieures à ce que j'appellerais moi à géométrie variable, en même temps. Si c'est même à une échelle, si je peux prendre la parole, oui, c'est même à une échelle beaucoup plus locale. On a vu par exemple pour le Karabakh, dans une négociation avec la Russie, où ils ont négocié mètre par mètre, kilomètre par kilomètre, des circuits de contrôle avec de la police, enfin des soldats qui font la police. La même chose en Syrie, la même chose
Rojava, etc., autour d'eux. Donc c'est vraiment kilomètre par kilomètre. Ça se négocie morceau d'autoroute par morceau d'autoroute. Hein. Donc il faut suivre là le travail de Fehim Tashtekin qui suit l'affaire comme ça, à cette échelle-là. Donc voilà, c'est du local, c'est du pragmatisme. Et alors là, on n'est plus seulement dans le pas global, mais on est dans le infra-local.